coucou tout le monde, je suis super contente de pouvoir enfin vous présenter le tuto dragon. Je sais qu'il y en a qui attendent. Alors dragon c'est quoi? C'est une chemise robe, donc vous pouvez soit la coudre pour un bébé, donc de 0-4 ans, soit pour enfants, donc de 5 à 12 ans. Vous avez aussi la version femme qui se décline en robe avec ou sans ceinture, et vous avez la version homme, vous voyez mon beau-frère à droite, qui porte sa super chemise kumquat. À part ça, quelles sont ses particularités? Vous avez un col Mao, donc c'est pas un col chemise classique, c'est un col Mao qui est très simple à coudre et en même temps avec une jolie technique. Vous avez des manches longues, assez classiques, mais qui se terminent avec un ourlet tout simplement et qu'en fait on va venir retrousser grâce à une jolie patte de boutonnage. On est sur une coupe droite et avec une jolie découpe qu'on ne voit pas bien sur ces photos-là, mais on vous les montrera dans le tuto, avec une jolie découpe arrondie pour la version chemise que vous n'êtes pas obligé de faire. Si vous voulez, vous faites une version tout à fait droite. Allez hop, c'est parti! C'est parti. Alors, on va commencer par les passants, si jamais vous avez choisi l'option robe et que vous voulez en mettre. Sinon, vous passez à la suite. Je vais ici plier la pièce passant endroit contre endroit. Donc, pour les deux passants, on ne fait qu'une seule pièce. Et on va venir épingler dans le sens de la longueur. On va donc venir piquer ici tout simplement à 1 cm. Au point droit, rien de spécial à raconter par ici. Voilà qui est fait. On va maintenant retourner. Ici, on a décidé d'utiliser un crochet retourne-biais parce qu'on trouve ça beaucoup plus facile, mais il y a d'autres systèmes. On va venir retourner. Prenez le temps. Les passants sur l'endroit. À ce moment-là, on a toujours une seule pièce. Vous voyez, avec le crochet, c'est assez simple. Voilà, ça vous le trouvez, ça coûte, au moment où je parle, ça coûte 3,90 €, 3,90 € sur la boutique. Voici, on va venir passer un petit coup de fer et on a obtenu nos deux passants qu'on va maintenant plier en deux pour pouvoir venir les couper tout simplement. Voilà, c'est plus facile que de le faire en deux parties. Hop, on a nos deux petits passants. On va les mettre de côté et on viendra les poser vraiment tout à la fin de l'ouvrage. On va maintenant monter la ceinture. Donc la première chose, c'est qu'on va prendre les deux pièces ceinture. Dans la version adulte, il y a deux pièces. Dans la version enfant, ça dépend des âges, il y a une seule pièce éventuellement. Donc ici, vous allez venir positionner endroit contre endroit un petit côté et on va simplement piquer au point droit pour avoir une seule pièce ceinture. Vous voyez le bras de Caro avec son beau tatouage. Hop, on va piquer simplement à 1 cm. Et puis, on va écarter les marges de couture au fer, tout simplement. On vient maintenant replier la ceinture endroit contre endroit, mais en faisant correspondre cette fois-ci les grands côtés. On va épingler partout. Et on va faire exactement la même chose. Donc, on va venir piquer, sauf que là, on va piquer sur les trois côtés. Donc, petit côté d'abord, on plante l'aiguille là où Caro vous montre. Et puis, on avance le long du long côté. Et là, vous allez devoir laisser une ouverture d'environ 15 cm parce que forcément, il va falloir retourner la ceinture juste après. Donc c'est parti, petit point d'arrêt, donc point en arrière d'abord. Et puis elle avance, elle va planter son aiguille à 1 cm, elle va relever son pied de biche, tourner, et là, elle va pouvoir avancer de nouveau à 1 cm, sachant qu'à un endroit, elle va décider de laisser une ouverture de 15 cm pour pouvoir retourner la ceinture comme je l'ai dit juste avant. Voilà l'endroit de l'ouverture. Donc elle fait un point d'arrêt, elle enlève l'ouvrage, elle avance. Donc là elle a coupé ses fils et elle repart tout simplement. Et au niveau du coin suivant, on va faire la même chose que de l'autre côté. On va venir planter son aiguille, tourner l'ouvrage de 90 ou 90 degrés en fonction de là où vous habitez. Et puis venir terminer jusqu'au bout. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir cranter les coins. Sinon ça va faire des surépaisseurs vraiment pas très jolies. Et vous faites la même chose au niveau des 4 angles. D'accord? Donc les 4, pas juste les 2. Une fois que vous avez retourné votre ceinture, alors nous on va utiliser ici un petit outil qui s'appelle l'aide à la confection d'angles.
vous pouvez utiliser autre chose. De nouveau, ça se trouve sur la boutique. Voilà, Caro le fait passer dans la ceinture et puis va venir faire ressortir ses angles. On n'est pas hyper cadré, mais en fait, vous avez compris, c'est pas toujours facile. Vous avez compris, ce dont il s'agissait, c'était d'avoir voilà, une ceinture avec des angles bien droits. Une fois que vous avez ressorti les 4 coins, on va venir faire une surpiqûre au niveau de la ceinture pour que ce soit bien joli. Donc on va soit choisir le pied universel, soit vous choisissez le pied à surpiqûre, ça aussi vous le trouvez pour à peine quelques euros sur la boutique. Ça vous permet de faire des surpiqûres bien droites. Ici, Caro, elle y va avec le pied universel, me semble-t-il, oui. Et elle va surpiquer à 2 mm du bord, vraiment tout autour de la ceinture. Là, c'est un choix, vous surpiquez soit uniquement au niveau des côtés qui ont été cousus, soit vous surpiquez aussi le côté qui a été juste replié. Ça, c'est juste une question esthétique. Nous, on le fait chaque fois uniquement sur les 3 côtés qui ont été cousus. Alors, je vous ai épargné toute la longueur parce que c'est assez monotone. On va ici arriver au niveau du coin, on pique son aiguille, hop, on tourne et on termine tout simplement. Avec un point d'arrêt. Voilà. Votre ceinture, comme ça, ne bougera pas. Alors, la patte de boutonnage, vous allez voir, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on pourrait penser. Vous allez prendre un devant voilà, dans ce sens-là. C'est plus facile. Et on va venir le replier. Et vous allez venir le replier sur l'envers 2 fois. Donc, on va le faire une première fois et puis on va passer évidemment un coup de fer à repasser. Alors là, ça se voit pas bien, mais elle est bien en train de mesurer pour que ce soit bien droit. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc là, elle se base sur l'écran, mais elle mesure bien aussi correctement pour qu'évidemment ça reste droit tout du long. On n'a pas envie d'avoir une boutonnière qui n'est pas bien régulière. Hop, et vous allez venir épingler comme ça. Et puis passer un petit coup de fer. Voilà, une fois que c'est fait, que le pli est bien marqué, on va replier une deuxième fois de nouveau. Alors là, elle utilise une règle à ourlet qui s'appelle aussi sommomètre. De nouveau, ça coûte rien du tout, c'est très pratique. Ça vous donne les principales marges d'ourlet. Voilà. Hop, ça c'est fait. Et pareil, la deuxième fois, on va venir repasser pour marquer le pli et rester bien, comment dire, bien régulière tout le temps. Alors, chose suivante, vous allez venir piquer ici à 2-3 mm, je crois qu'on a fait 2, à 2 mm au niveau du bord de l'ourlet. D'accord ? Ça va en fait tout simplement venir finaliser votre boutonnière. Vous avez vu ? C'était pas si compliqué. Bon, après, il faut mettre les boutons évidemment. Donc là, elle va piquer sur l'envers. C'est un choix. Vous pouvez soit piquer sur l'endroit, soit piquer sur l'envers. Ici, on le fait sur l'envers parce qu'on a vraiment besoin que ce soit très régulier. Alors, oui, on est d'accord, le point, si vous étiez en école de couture, probablement qu'on ne le ferait pas dans ce sens-là. Mais on n'est pas en école de couture et on a envie que ce soit bien droit. Donc, on décide de piquer sur l'envers, même si le point du bas est toujours un tout petit peu moins beau. Bon, là, moi, j'ai une machine qui est assez bonne. Et donc, mon point du bas sera franchement plus que correct. Et donc, comme ça permet ici à Caro de rester bien parallèle au pli. Voilà. Donc là, votre patte de boutonnage est faite. Et vous faites évidemment exactement la même chose de l'autre côté. On va maintenant venir préparer les ourlets. Alors là, c'est uniquement valable sur la version chemise parce que pour la version robe, on a choisi d'avoir une finition droite et donc ce seront des ourlets plus classiques qu'on fera plus tard. Ici, vous avez, ça peut avoir l'air bizarre un petit peu au niveau de la pièce, on dirait qu'il y a une erreur, mais pas du tout. Donc vous avez ici 7 mm de décalage entre le sous-bras et puis l'ourlet, d'accord ? Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est replier sur 7 mm, donc cet ourlet. Pour ça, on va s'aider d'un fil de fronce, parce que sinon ce ne sera vraiment pas simple. Donc on va venir s'aider d'un fil de fronce, donc on va venir piquer dans la marge de couture avec un point qui est très long, d'accord ? Donc on choisit le point maximum et avec on fera ça évidemment des 4 côtés, avec une tension qui est très faible, d'accord ? Donc vous piquez au point droit, vous allongez votre point et vous baissez votre tension au maximum. Vous allez faire la même chose sur le dos bien entendu.
Évidemment, vous devez laisser des fils, voilà, on vous les montre, laisser des fils au début et à la fin. Donc si vous avez une machine comme moi qui coupe automatiquement le fil, eh bien il faut d'abord tirer sur vos fils pour pouvoir avoir assez de jeu que pour pouvoir après utiliser vos fils de fronce pour froncer votre ourlet. Donc ça a l'air compliqué comme ça, mais franchement c'est très très simple. Vous allez venir ici piquer donc dans votre marge d'ourlet, qui est de 7 mm, donc vous êtes plus ou moins ici à 3-4 mm du bord. Et vous allez piquer dans vos 4 arrondis. En sachant qu'à chaque fois, donc de nouveau, si vous avez une machine comme moi qui coupe automatiquement le fil, vous n'utilisez pas cette fonction ici. Alors elle va relever son pied de biche, donc au lieu de couper, elle va relever, elle va tirer. On a du fil, hop, et on va venir le laisser. Donc ici on a une dizaine ou une quinzaine de centimètres. C'est parti, des 4 côtés, je vous épargne parce qu'on fait exactement la même chose. Alors, vous entendez peut-être mon chien qui ronfle à côté de moi, désolée. Vous allez pouvoir froncer maintenant vos ourlets, d'accord? Donc en tirant tout doucement sur les fils de fronce pour qu'en fait vous ayez l'impression que l'ourlet vienne se positionner, vous voyez, correctement, voilà, contre le devant. Voilà, donc Caro est en train de s'ajuster, prenez le temps. C'est assez arrondi, donc il y a quand même pas mal de fronces. C'est pour ça que cette technique-là est vraiment très très sympa. Parce que essayer de faire un ourlet dans un arrondi comme ça, sans la technique du fil de fronce, courage. En tout cas, moi je fais pas ça. Hein. Donc voilà, prenez le temps, vraiment tout le temps qu'il faut, pour que ce soit bien réparti et que vous ayez l'impression qu'avec un petit coup de fer, vous puissiez plaquer votre ourlet tout simplement. Alors maintenant que je parle de fer, donc vous allez, avec le fer à repasser, venir plaquer votre ourlet. Donc elle fait la même chose de l'autre côté. Vous allez venir plaquer votre ourlet, replier donc votre ourlet de 7 mm une première fois. On ne pique pas encore. Voilà maintenant ce à quoi ça ressemble quand c'est repassé. On a fait évidemment exactement la même chose au niveau des deux devants. Et comme ça, on vous le prouve. Une fois que vous avez fait ça, vous allez laisser l'ourlet en suspens. Donc on ne coupe pas à ce moment parce qu'en fait, on va coudre l'ourlet dans quelques étapes tout en une fois. Donc c'est-à-dire que le vêtement aura été monté pour avoir vraiment un joli ourlet qui se suit et pour que ce soit très joli au niveau des côtés. Alors, on va du coup assembler le devant et le dos. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir surfiler ou surjeter à partir du cran, donc c'est-à-dire juste au-dessus de l'ourlet, jusque sous le sous-bras, donc jusqu'au niveau de l'aisselle, et aussi chaque fois au niveau des épaules. Donc vous allez faire 4 fois ça, donc une fois sur chaque devant et 2 fois sur le dos, et puis vous allez aussi surjeter 4 fois au niveau de l'épaule. Hop, on vous remontre ici, donc du bas, vraiment, voilà, du début au-dessus de l'ourlet jusqu'au sous-bras. C'est parti, tout simplement à la surjeteuse ou à la machine à coudre avec un point de surjet ou de surfil si vous n'avez pas de surjeteuse. Une fois que c'est fait, vous venez tout simplement placer le devant sur le dos et vous allez venir épingler aussi bien au niveau des épaules qu'au niveau des sous-bras. Donc les sous-bras, c'est les côtés, hein, tout simplement. Et puis vous allez piquer simplement à 1 cm et écarter les marges de couture. Là, plus simple, il n'y a pas. Désolée si vous entendez de nouveau ma chienne qui ronfle à côté de moi. Au niveau du bas, on fait bien correspondre les arrondis, on fait bien correspondre aussi l'écran, ça c'est vraiment très important, au niveau du haut de l'ourlet arrondi. Et là, vous allez simplement épingler. On épingle évidemment toujours d'abord au niveau des extrémités et puis plus ou moins au milieu. Alors ça, c'est le tissu qu'on a utilisé pour la version robe, et donc vous allez faire exactement la même chose, sauf qu'on n'a pas cette problématique ou ce sujet en tout cas au niveau des ourlets arrondis. Donc vous allez simplement venir surjeter les épaules, surjeter les sous-bras, donc les côtés. Je vous le montre très rapidement, mais juste pour un côté. Et comme ça me laisse le temps de parler. Et puis vous allez venir les assembler endroit contre endroit. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de super classique. Vous voyez qu'ici Caro ne coupe même pas. Moi, c'est pas la technique que j'utilise. Moi, je coupe mon fil à chaque fois. Elle laisse tout d'un coup. Et puis alors, elle viendra tout couper juste après.
On passe à la machine à coudre. Que ce soit pour la robe ou que ce soit pour la chemise, l'assemblage est le même. Donc là, je suis au niveau du sous-bras, d'accord? Donc le côté de ma chemise. Si vous cousez la robe, eh bien vous partez du bas et vous allez assembler du bas vers le haut. Et si vous cousez la chemise, eh bien vous assemblez du haut de l'ourlet, tout simplement, jusqu'au sous-bras, donc jusqu'à l'aisselle. Au point droit, le plus classique. On fait évidemment exactement la même chose pour les épaules. Alors, on va pouvoir venir ici terminer l'ourlet. Donc d'abord, il va falloir refaire des fils de fronce. Oui, exactement comme on a fait tout à l'heure. Donc vous allez venir piquer dans vos arrondis, même si maintenant ils sont assemblés, c'est pas grave, ça ne change rien. Voilà, on vous montre exactement où piquer. Un fil de fronce à plus ou moins 5 mm, ce qui va nous permettre de replier l'ourlet une deuxième fois et donc d'avoir un bel ourlet double rempli et non pas un ourlet simple. On trouve ça quand même beaucoup plus joli. Donc voilà, donc vous allez refaire exactement la même chose, je vous passe les étapes. Pour la robe, eh bien à cet endroit-ci, vous allez simplement pouvoir faire votre ourlet avec un premier rempli, vous piquez, un deuxième rempli et on n'en parle plus, on est sur un ourlet vraiment très classique. Voilà, vous venez repiquer, replier une deuxième fois et on va simplement coudre un ourlet. Alors ici de nouveau, Caro décide de le faire sur l'envers, c'est de nouveau un choix qui est plus facile en termes de précision. De nouveau, l'envers du point est un peu moins joli, mais franchement avec une machine comme la mienne, ça ne pose vraiment aucun problème. Donc ici, elle est en train de finir l'ourlet de la robe, hein, pas encore de la chemise, donc de la robe en version droite et donc pas de version, pas d'arrondi. Voilà, c'était aussi simple que ça, je vous ai épargné toute la longueur, c'est un ourlet super simple, mais du coup il est bien régulier. On va repasser sur la chemise, donc là c'est reparti pour nos fils de fronce, donc là Caro nous fait des jolis fils de fronce, elle pique son aiguille, elle relève son pied de biche et puis elle tire pour avoir les fils de fronce. On va faire ça évidemment des 4 côtés, je vous l'épargne. On va ici du coup, une fois que nos fils de fronce sont faits, on va venir tirer dessus, exactement comme la première fois. Ici, on va vous le montrer devant la machine et pas à plat, mais c'est exactement la même chose. On vient tirer tout doucement et répartir jusqu'au moment où on a l'impression qu'on va pouvoir replier tout simplement au niveau de la marge d'ourlet vers l'intérieur et que notre ourlet va bien vouloir gentiment se positionner. Vous voyez, elle y arrive déjà. Donc là, elle ajuste pour que, évidemment, ce soit le plus précis possible. Et puis, on mettra un petit coup de fer pour que ce soit bien marqué avant d'enfin pouvoir, à un moment donné, piquer l'ourlet. Donc, une fois qu'on a fait ça des 4 côtés, on est passé au niveau du fer à repasser. Ici, elle a replié donc une deuxième fois son ourlet des 7 mm, donc sur 7 mm sur l'envers, à partir du milieu devant. Et puis, elle a replié aussi l'arrondi, d'accord? Évidemment, qu'elle a pu placer grâce à ses fils de fronce. Et maintenant, on va tout simplement venir coudre l'ourlet. Là, je vous explique quand même un petit peu plus en détail. Donc, on fait comme tout à l'heure. On va piquer à environ 5 mm. On va juste prendre le temps au niveau des arrondis. Même Caro prend le temps, alors que c'est une base en couture. Alors ici, on va venir dépasser de 7 mm au-dessus, voilà, au-dessus de la jonction. On pique l'aiguille, on tourne, on pique, on tourne. Et puis c'est reparti. Voilà, tout simplement comme ça. Ça va nous faire un joli ourlet qui est du coup bien fini au niveau des côtés puisqu'on le fait en une seule partie. Donc je recommence de ce côté-ci. Donc on va venir ici piquer, tout, lever le pied de biche, hop, on avance un tout petit peu et c'est reparti. Et on repique et on relève, etc. Vous avez compris. Hein. Hop. Et elle va venir terminer au niveau de l'autre milieu devant. Voilà, l'ourlet est absolument parfait. Alors, maintenant on va venir préparer le col. Vous allez voir que je vais encore un petit peu vous embêter avec des fils de fronce. Vous allez prendre une partie du col. Donc vous avez ce col ici en 2 parties. Il y en a une qui est entoilée.
Si vous avez décidé d'entoiler les deux, parce que vous avez une matière particulièrement fine, il n'y a vraiment aucun problème, vous pouvez faire la première étape sur n'importe laquelle des pièces. Nous, par contre, on va, donc si jamais il y en a une seule qui est entoilée, on va faire la première étape sur celle qui ne l'est pas. Donc la toute première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer ici un fil de fronce, voilà, au niveau de l'arrondi pour pouvoir venir exactement comme au niveau de notre arrondi de chemise, pour pouvoir venir très joliment et très proprement retourner. Voilà. Donc là, Caro nous fait un fil de fronce à 5 mm au niveau de l'arrondi de la pièce qui n'est pas entoilée. Si votre pièce est entoilée parce qu'elles le sont toutes les deux, il n'y a pas de problème. On va tirer un tout petit peu. Ce fil de fronce-là va nous permettre donc, comme tout à l'heure, de venir replier, alors ici ce sera non pas sur 7 mm mais sur 1 cm, à venir replier le col sur 1 cm. D'accord ? Ce fil de fronce-là, il est un peu moins obligatoire parce que l'arrondi est quand même moins fort, mais tant qu'à faire, franchement, il va vous permettre d'être plus efficace et d'être plus précis. Une fois qu'on a replié sur l'envers, avec le fer évidemment, on va venir piquer ici comme si on faisait un ourlet. Donc là, vous allez repiquer environ à 8 mm, voilà, pour que voilà, le bas de votre pièce, donc le long arrondi, soit replié sur 1 cm, pardon, j'ai dit 1 mm. Maintenant, vous venez faire coïncider les deux arrondis, évidemment, du coup, le haut du col. Vous allez maintenir avec des épingles, et puis, de nouveau, on va venir simplement piquer à 1 cm entre, voilà, du début à la fin. Avec un petit point d'arrêt, hop, c'est parti. N'hésitez pas à relever votre pied de biche si l'arrondi est trop fort et que vos tissus bougent, ou justement ne bougent pas assez fort. Donc, vous voyez, même Caro relève, il n'y a pas de honte à ça. Une fois que c'est fait, vous allez venir dégarnir la marge de couture. Donc là, soit vous faites des petits crans, soit comme ici, vous allez simplement cranter. Simplement dégarnir, pardon, donc enlever le surplus au niveau des arrondis. Au niveau du reste, il n'y a pas besoin. Et puis vous allez retourner votre pièce. Évidemment, on va ressortir l'arrondi correctement. Prenez le temps, s'il faut vous aider de quelque chose. Et puis, on va repasser évidemment et on va venir monter le col sur le vêtement. Donc là, le bas du col n'est pas encore cousu évidemment. Il y a un côté qui est replié vers l'intérieur et l'autre qui est libre. Donc vous allez poser votre pièce, donc votre chemise ou votre robe, endroit vers vous et vous allez bien ouvrir l'encolure. Alors, on va venir positionner endroit contre endroit le côté qui n'est pas encore cousu, d'accord ? Donc vous avez un côté qui a été replié, donc ce qu'on a fait avec les fils de fronce, eh bien c'est l'autre côté qu'on va venir épingler. Donc juste une épaisseur. Les autres, on n'y touche pas encore. Donc là, vous aidez des crans, vous prenez bien le temps de bien répartir. En général, on est dans des tissus non extensibles et donc c'est assez simple. Dans les arrondis, n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles parce que vous faites coïncider un arrondi faible avec un arrondi plus fort. Voilà. Donc vous avez vu, on a maintenu que la première épaisseur. Et donc là, on va venir coudre à 1 cm. Comme s'il n'y avait qu'une seule épaisseur au niveau du col. Prenez le temps de bien écarter vos marges de couture. Vraiment, prenez le temps d'être bien précis ou précise. Vous allez jusqu'au bout. Tout simplement. Donc là, on est en train de voir comment poser un joli col Mao. Et puis, une fois que c'est fait, vous allez enlever toutes vos épingles. Donc ça, on a enlevé les épingles. Vous allez rentrer la marge de couture. Là, faites bien attention. Donc, vous rentrez la marge de couture de ce que vous venez de coudre, la couture que vous venez de faire, d'accord ? Donc, il y a une partie, normalement, avec votre tissu entoilé. Vous pouvez cranter au niveau des arrondis, ce sera plus facile. C'est des arrondis assez faibles, mais ça vaut toujours ici la peine de cranter. Voilà.
On fera la même chose évidemment de l'autre côté. Vous rentrez tout ça entre les deux épaisseurs du col Mao et vous allez venir maintenir. Vous voyez, on vous montre de près. Voilà, ça doit rentrer hop, à l'intérieur pour en fait avoir une super jolie finition sur la fin. Donc ici, on va venir maintenir ça avec une épingle et vous allez faire ça tout du long. Prenez le temps, mettez autant d'épingles qu'il le faut parce que vu qu'en plus vous avez cranté, eh bien votre marge de couture, désolé pour le cadrage, voilà, votre marge de couture est coupée en plusieurs morceaux. On va venir ici piquer sur l'extérieur, d'accord? Donc vous avez maintenu avec vos épingles toute la marge de couture vers l'intérieur. On vient piquer à 1 ou 2 mm, c'est bien, c'est plus facile, du bord, absolument sur l'extérieur parce qu'on a besoin que ce soit extrêmement précis. C'est vraiment pas difficile à faire, il faut juste prendre le temps. Et vous venez piquer tout du long de l'encolure. Voilà ce que ça vous donne à l'intérieur. Et on est parti maintenant sur la petite patte de manche. Alors là, c'est uniquement évidemment si vous posez les manches longues. Alors, vous entendez les pas de mon chien, voilà, vous allez positionner endroit contre endroit chacune des petites pattes de manche. Donc vous les avez découpées 4 fois et on va venir piquer les deux longs côtés ainsi que la pointe en laissant le petit côté de l'autre côté ouvert. C'est par là qu'évidemment on va les retourner. Donc vous utilisez un simple point droit et on est vraiment sur quelque chose d'hyper facile. Donc hop, on plante son aiguille, on relève son pied de biche, on tourne à chacun des angles et c'est parti. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir cranter les angles évidemment pour que ça se retourne joliment. Caro nous enlève ses épingles et c'est par là qu'on va venir retourner. Soit vous avez un crochet retourne-biais, soit vous avez un peu de patience, soit vous avez un autre système. Il y a des systèmes avec des pailles aussi, voilà. Donc on va cranter les 3 angles, dégarnir les marges de couture. On n'a vraiment pas envie ici d'avoir de l'épaisseur. Ce serait pas très très joli. Voilà, donc elle crante plus elle dégarnit au maximum, en laissant évidemment toujours un tout petit peu de tissu pour ne pas que ça se déchire au lavage. Vous avez éventuellement entoilé ceci si jamais votre tissu était vraiment très mou, mais voilà, nous on ne le fait pas sur une popeline de coton comme ça ne sert vraiment à rien. On va retourner notre petite patte de manche. Alors ici, on utilise aussi l'outil d'aide à la création d'angles pour venir bien créer les angles, pour les faire ressortir. Une fois que c'est fait, on va venir rentrer les marges de couture du petit côté vers l'intérieur et épingler. Et comme ça, on va pouvoir venir tout simplement finir la petite patte de boutonnage. Il n'y a pas besoin de piquer parce qu'on va venir piquer ça sur l'intérieur de la manche. Donc vous prenez une pièce manche, vous regardez où se trouve le petit repère et vous allez positionner votre patte, donc bien sur l'envers de la manche, pas sur l'endroit. Vous allez épingler et puis on va venir coudre un petit carré. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de venir d'abord fermer la patte, c'est pas nécessaire, on va la fermer ici. Vous allez épingler correctement, vous voyez que Caro met quand même beaucoup d'épingles pour vraiment que ça ne bouge pas, faut pas que ça bouge, faut pas que ça parte de travers. Et on va venir ici piquer un petit carré qui va du coup prendre en compte la marge de couture. Voilà. De nouveau, vous pouvez piquer sur l'endroit ou sur l'envers. On choisit de piquer sur l'envers de la manche. Oui, d'accord, le point du bas sera un poil moins beau, mais votre précision sera bien supérieure. Donc à choisir, on préfère faire comme ça. Voilà. Ce petit carré qui sera donc, choisissez bien un fil qui est assorti à la manche. Voici. Vous coupez vos fils et vous avez terminé. Vous allez évidemment faire ça de l'autre côté. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. On ne voit pas très bien ce qui est tout à fait l'objectif. Les manches maintenant. Évidemment, là c'est la même chose pour toutes les versions, que vous ayez la version courte ou la version longue. Vous allez d'abord surfiler les côtés des manches. Donc on passe simplement surfiler ou surjeter, ça dépend si vous avez une surjeteuse ou non. Et vous faites ça
bien sûr des deux côtés des manches. Si vous aviez cousu les manches courtes, la méthode serait exactement la même, mais vous surjetteriez un tout petit peu moins longtemps. Et mon chien ronfle à côté de moi, évidemment. Une fois que c'est fait, vous allez plier chacune des manches endroit contre endroit et vous allez épingler et puis piquer tout simplement au point droit à la machine à coudre. Là, je crois que je ne vous apprends pas grand-chose. Voilà qui est fait. Petit point d'arrêt. Vous allez écarter les marges de couture au fer pour que ça se mette après joliment. Une fois que c'est fait, vous allez venir retourner votre manche sur l'endroit et venir l'insérer dans... Donc on fait les deux, évidemment. Je pourrais couper, mais j'aime bien qu'on montre tout. Et puis de toute façon, comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre la vidéo sur pause toutes les 3 secondes. Voilà. Vous avez retourné les manches sur l'endroit et vous allez venir les positionner endroit contre endroit au niveau des emmanchures, bien évidemment. Faites attention, il y a une manche gauche et une manche droite. Donc vous devez vous repérer par rapport au cran. Donc là, Caro vous montre que d'un côté, il y a un cran et de l'autre, il y en a 2. Et donc vous devez venir positionner l'écran les uns par rapport aux autres, la couture du bas de la manche au niveau de la couture de l'aisselle et le cran du haut de la manche au niveau de la couture d'épaule. Donc là, elle va tester. On ne le sait jamais à l'avance, hein, on teste. Donc hop, vous allez positionner ici. Vous venez chercher votre manche. Voilà, donc là, elle teste pour voir si c'est bien la bonne. Hop, voici. Voilà, et donc elle a positionné, elle a vérifié que c'était bien la bonne manche et elle a commencé à épingler endroit contre endroit. Maintenant, elle va venir faire correspondre tout l'écran comme on vient de dire juste avant. Toujours bien endroit contre endroit. Vérifiez toujours bien que vous ne twistez pas la manche, ce serait dommage. Et au final, elle va se retrouver avec sa manche qui est, d'ailleurs vous aussi, qui est bien mise au niveau de l'emmanchure. On va donc ici, par l'intérieur, chercher le cran du milieu. Et là, hop, on retourne au niveau de l'épaule. On assemble avec des épingles. Et votre manche se retrouve bien endroit contre endroit. C'est la façon la plus facile de faire. C'est d'abord vous vérifiez que les crans sont bien dans le bon sens, en les positionnant l'une en face de l'autre. Quand vous êtes sûr, eh bien, vous venez retourner la pièce principale sur l'envers. Et comme ça, vous vous retrouvez facilement endroit contre endroit. On fait correspondre les autres crans. N'hésitez pas à mettre des étapes intermédiaires, des épingles intermédiaires, à bien répartir. Alors, il n'y a pas vraiment d'embut ici. On a décidé de faire un patron où il n'y a pas vraiment d'embut. Par contre, il y a quand même des arrondis qui se retrouvent par rapport à, face à des droites un petit peu plus droites, donc des arrondis moins prononcés. Et donc, il faut bien répartir correctement. C'est parti à la machine à coudre. Là, on décide exprès de d'abord piquer et ensuite surjeter. On trouve que la finition est plus jolie. Vous pourriez le faire dans l'autre sens. Maintenant, ici, ça ne sert à rien d'écarter les marges de couture par la suite. Donc, voilà, nous, on préfère d'abord piquer et ensuite surjeter. Vous voyez, ici, il n'y a pas d'embut. Et pourtant, vous auriez peut-être l'impression qu'il y a trop de tissu. En fait, c'est simplement parce que vous avez une courbe qui est plus prononcée que l'autre. Et donc, il faut, voilà, positionner correctement vos valeurs de couture l'une par rapport à l'autre et bien piquer évidemment à 1 cm et vous n'aurez pas de problème, vous les répartissez correctement. Il ne faut évidemment pas avoir de plis. Mais ici, on a pris une manche particulièrement simple et donc vous n'avez pas besoin de fil de fronce ou quoi que ce soit. On s'est dit qu'on vous avait déjà assez mis de fil de fronce au niveau des... Désolée pour le chien qui ronfle. Au niveau des ourlets et au niveau du col. On pique à 1 cm en répartissant correctement. Là, c'est toujours un petit peu plus délicat et... Désolée pour le chien. Si je la mets à la porte, enfin si je la mets de l'autre côté de la porte, elle pleure, c'est pas mieux. Donc au moins là, elle a bon. Et vous entendez un chien ronfler. Donc prenez le temps de répartir et vous piquez des deux côtés. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir surjeter. Faites bien attention à enlever toutes vos épingles. La surjeteuse déteste les épingles. Surjeter, ou si vous n'avez pas de surjeteuse, vous allez pouvoir surfiler.
tout autour. Voilà, j'avais fait une vidéo qui vous expliquait en détail comment faire un surjet en rond, comme ça, quand il n'y a pas vraiment de début ni de fin. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Voilà, parce qu'ici on vous le fait plus rapidement. Alors, on va venir maintenant terminer l'ourlet des manches. Vous allez replier sur la valeur d'ourlet, tout simplement. Pour les enfants, vous auriez pu le faire à l'avance. C'est pas obligatoire, mais ce serait moins joli, mais c'est un peu plus facile. Donc voilà, vous venez ici replier avec le fer 2 fois, tout simplement, et vous allez piquer. De nouveau, on décide de piquer sur l'envers pour être bien précise. Vous pouvez aussi piquer sur l'endroit si vous êtes bien sûr de vous. Voici, et je pense que je n'ai pas besoin de dire que vous allez faire la même chose de l'autre côté. Si vous aviez une petite manche, ce serait la même chose. Alors, on va venir ici terminer la robe qu'on a décidé de faire sans manche. Là, par contre, c'est différent. Pour ça, on va utiliser le biais d'emmanchure. Donc, voici notre biais d'emmanchure. Évidemment, on en a 2. On va venir piquer ensemble, de manière tout à fait classique, les petits côtés. Piquer avec un point droit de la machine à coudre à 1 cm. Une fois que c'est fait, vous allez écarter les marges de couture et on va venir positionner. On va poser ça un peu comme un biais, pas un peu d'ailleurs. On va venir positionner ici la couture au niveau de l'aisselle, d'accord, au niveau du sous-bras. Vous piquez bien les 2 marges de couture, d'accord, pour ne pas qu'elles viennent se replier. Attention à ne pas twister évidemment votre pièce. Et là, vous allez donc sur l'endroit, endroit contre endroit, venir épingler tout votre biais d'emmanchure. Une fois que c'est fait, vous allez venir piquer à la machine à coudre. On va faire ça en 2 fois. À 1 cm, tout simplement. Voilà. Là, je vous épargne le fait qu'on fait tout le tour. Vous faites ça de l'autre côté aussi. On va venir repositionner. Donc, on a fait tout le tour. On va planquer les marges de couture au niveau du biais vers l'intérieur. On va le retourner une première fois et une deuxième fois. D'accord, pour que le biais vienne vraiment entourer vos marges de couture, entourer votre emmanchure. Donc on remonte. Ici on est dans de la viscose, une popeline de viscose, donc ça bouge plus que ce que vous allez avoir. Donc vous venez replier une première fois contre la couture et hop, vous repliez une deuxième fois. C'est comme si vous aviez utilisé un biais. D'ailleurs, ça donnera exactement le même effet. Vous pourriez utiliser un biais. On a dans la boutique des biais de 27 mm qui sont du coup faciles à poser et qui fonctionnent aussi bien pour les vêtements que pour, voilà, vous voyez, que pour l'accessoire. Votre biais est posé vers l'intérieur. De nouveau, on décide de piquer sur l'intérieur parce que vraiment, on a besoin que ce soit bien précis et que tout le biais soit pris. N'hésitez pas à vous aider évidemment du fer à repasser. Ici avec la viscose, c'est un petit peu moins facile. Et elle va piquer tout du long. Et voici ce que ça donne sur l'endroit. Vous allez voir la couture, donc choisissez bien un fil qui fonctionne. Et sur l'envers, vous avez cette jolie finition. Alors, si jamais vous avez décidé de mettre des passants, eh bien, on va venir les poser maintenant. Donc, vous les avez préparés tout à l'heure. On va venir les poser. Alors, cette fois-ci, donc déjà, vous allez les plier en 2 et les couper. Parce que tout à l'heure, on n'en avait fait qu'une seule pièce. Si vous ne l'avez pas encore découpé, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez soit utiliser la technique que j'utilise pour prunelle, soit utiliser la technique ici que Caro utilise. Les deux vont fonctionner. Donc elle va effectuer ici un petit rentré de 1 cm de chaque côté et venir le maintenir autant qu'elle peut avec le fer à repasser pour que ça se marque, le pli se marque quand même. Donc voilà, vous allez simplement rentrer les 2 extrémités. C'est passé au niveau du fer. Une fois que c'est fait, elle va venir
positionner là où on a envie. Donc voilà, marquez évidemment, portez le vêtement et voyez où vous voulez mettre la ceinture. On n'a pas toute la taille au même endroit, on n'a pas toutes les mêmes goûts. Donc n'hésitez pas surtout à d'abord porter le vêtement puisque là, il est fini ou quasiment fini. Et à venir voir où vous avez envie de poser la ceinture. Quand c'est fait, vous venez positionner ici endroit contre endroit. Donc les petits rentrés sont évidemment cachés entre les deux épaisseurs. Vous venez positionner bien à plat, c'est très important, vos petits passants. Et vous allez, en plein milieu de la marge de couture, tout simplement faire un petit point droit, aller, retour. Voire même encore aller. D'accord? Comme ça, ça tient bien. Vous le faites des deux côtés. Avec prunelle, on avait utilisé une technique un tout petit peu plus longue, avec 2 piqûres de chaque côté. Faites comme vous voulez. Alors, on va maintenant fermer... Parce que oui, il y a un moment donné où il va falloir venir fermer la chemise ou pas, parce qu'il y a des personnes qui le font sans mettre de boutons ni de pression, parce qu'elles ont envie que ce soit simplement une surchemise qu'on ne ferme pas. Alors, utilisez ce que vous avez comme marquage. Donc ici, Caro décide d'utiliser la craie. Il y en a aussi à la boutique la roulette à craie. Je trouve ça aussi très très pratique. Et elle va venir mesurer. Elle reprend son patron si besoin. Elle va venir mesurer l'endroit de la première pression. Alors dans le patron, on vous a mis une pression dans le col si vous voulez. Si vous n'êtes pas très habitué aux pressions ou si vous trouvez que ce n'est pas nécessaire et que de toute façon vous n'allez pas le fermer jusque-là, ne le mettez pas. D'accord? Donc ce que Caro fait ici, c'est qu'elle a marqué le premier endroit de sa pression. Elle va venir prendre une règle à boutonnière. Elle va mesurer l'écart entre 2 boutons, sachant qu'on vous a mis dans le tutoriel un tableau complet avec les écarts entre les boutons en fonction des tailles. Parce que c'est pas toujours facile à repérer sur un patron, surtout si vous avez la planche. Il y a beaucoup de boutons qui se superposent et ça peut devenir un peu compliqué. Donc on vous a mis l'écart. C'est pour ça que ce qui est important, c'est de repérer le premier bouton qu'elle vous montre, de mesurer l'écart entre 2 boutons. Si vous avez la règle à boutonnière, évidemment, c'est toujours le plus simple. Et de venir positionner le deuxième bouton. Voilà. Donc elle va utiliser la technique du fil. Donc elle va venir... Donc là, elle est en train de nous mettre d'abord une épingle à chaque endroit. Voilà. Donc vous pouvez marquer... Ouais, et n'oubliez évidemment pas la patte de boutonnage. Elle mesure bien pour arriver là où elle a envie d'être par rapport au patron. Bien mettre une petite épingle. Vous pouvez mettre soit une épingle, soit vous venez mettre un petit fil. Vous voyez, on passe un fil doublé dans le trou et alors on fait un petit nœud de chaque côté. Voilà. Et là, elle pique sa boutonnière. Je vais vous faire une vidéo complète peut-être qu'elle est faite à ce moment-ci, peut-être pas encore, mais là, elle est simplement en train d'utiliser le pied à boutonnière automatique. Évidemment, elle a fait des tests sur autant d'épaisseur de tissu que ce qu'elle a maintenant. Donc là, elle a 3 épaisseurs de ce tissu-là non entoilé. Et donc, elle a fait ses tests de boutonnière sur 3 épaisseurs de ce tissu-là non entoilé. C'est vraiment très important. Vous voyez que c'est très rapide à faire. Alors évidemment, on dit comme ça, c'est toujours facile quand on le voit sur vidéo. Mais vraiment, faire une boutonnière, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez fait vos petits tests et que vous êtes sûr que vous avez le rendu que vous vouliez, eh bien, c'est très facile. Surtout sur des tissus comme ça qui ne bougent vraiment pas beaucoup. En plus, il y a 3 épaisseurs. Enfin... Il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc, il ne faut pas avoir peur des boutonnières. Et hop, c'est parti. Elle nous fait ses petits boutons. Ces petites boutonnières, plutôt. Les boutons, on va les mettre par la suite. Si jamais vous n'avez pas envie, vous avez peur ou vous n'aimez pas le rendu des boutons classiques, vous pouvez aussi très très bien mettre des pressions. Là, je vous conseille les pressions à jersey. Même si on n'est pas dans du jersey, c'est celles qui tiennent le mieux. Ce sont des pressions métalliques qui sont très très faciles et très rapides à poser. Il faut juste la pince qui va avec. C'est la pince Vario de chez Prime notamment. Et c'est vraiment super simple, c'est hyper durable. Vous pourriez aussi mettre des pressions en plastique, mais là, on ne sera pas sur le même type de rendu. Pour un enfant, ça va marcher. Pour un adulte, j'avoue, voilà, c'est un peu moins... Mais ça, c'est mes goûts. Voilà. Vos boutonnières sont faites. On les a fait ici en jaune. On les voit bien à cet endroit-là. Elle a à chaque fois bien la même longueur de boutonnière qui s'est faite automatiquement parce qu'elle a mis son petit bouton dans le pied à boutonnière automatique que vous avez sur la majorité, très très grosse majorité des machines, surtout des machines électroniques. Je ne sais pas si ça fonctionne sur les machines manuelles. On se comprend.
Voilà. Elle nous fait la même chose au niveau de la patte de boutonnage. Elle marque le début. Hop. C'est exactement pareil. On arrive sur la fin. Voici, ça c'est fait. Évidemment, vous faites la même chose de l'autre côté. J'ai pas trop besoin de vous l'expliquer. On arrive vraiment à la fin. Là, vous allez évidemment venir ouvrir vos boutonnières. Donc, Caro, elle aime bien de remesurer. Caro, elle a une super formation de stylisme et couture. Elle est plus précise que moi. Et vous venez couper vos fils. C'est très important, évidemment. Avant de venir, ou après, ça ne change rien, mais il ne faut vraiment pas oublier de les faire. Je vais vous épargner évidemment tout ça. Vous venez couper vos fils et puis vous allez venir ouvrir vos boutonnières. Alors là, il y a plusieurs techniques pour le faire. Soit vous avez la technique des petits ciseaux. Donc vous allez plier en deux. Voilà. Vous allez plier en deux votre boutonnière. Vous allez venir mettre un petit coup de ciseau au milieu. Et puis, vous allez finir d'ouvrir, soit avec des petits ciseaux, comme elle est en train de le faire. Donc, elle va tout faire avec les petits ciseaux. Il faut vraiment des ciseaux fins, hein. Donc ciseaux de broderie, ce genre de ciseaux. Soit vous pouvez, une fois que c'est ouvert, le faire avec le découvite. Ce qu'il y a, c'est que ça risque d'aller un peu trop vite, justement, et de venir abîmer votre boutonnière. Donc, moi, j'aime pas trop ça. Je préfère utiliser les ciseaux. Ici, elle nous le fait avec des gros ciseaux, qui sont vraiment très très bons et très très bien aiguisés. Ça, c'est vraiment des super bons ciseaux. Donc ça marche aussi. Et vous allez vraiment faire super attention de ne pas venir couper la piqûre de votre boutonnière. Ça n'a pas l'air de déranger ma chienne. Je ne sais pas si vous l'entendez. Une troisième technique que j'aime bien aussi, c'est avec ce petit outil qui s'appelle un scalpel. Les lames sont interchangeables si jamais un jour la lame est abîmée. Vous prenez votre table de coupe, votre planche à découper plutôt, et vous venez ouvrir, ça coupe très bien, vous faites bien attention et vous venez ouvrir. Donc ça marche aussi. Si vous avez le petit scalpel, bah, c'est sympa. Et par contre, il faut évidemment absolument la table en dessous, ou alors vous mettez un carton qui peut être abîmé. Voilà, ça marche aussi très bien. Pour maintenant venir poser les boutons, on va tout simplement positionner l'un contre l'autre, l'une contre l'autre les deux pattes de boutonnage. On passe notre fil, donc là on a une aiguille et du fil hein, qu'on va coudre. Ici on a décidé de coudre les boutons à la main. Voilà, vous allez venir ici positionner tous vos boutons. Et puis vous allez les coudre à la main. Pour la manche, donc il n'y a rien à montrer, hein. Pour la manche ici, vous allez prendre simplement le milieu du carré qu'on a cousu pour positionner la patte de boutonnage et vous allez venir piquer un bouton là-dedans, tout simplement. Vous choisissez votre petit bouton. Je ne sais pas si vous savez que sur le site, on peut choisir les boutons à votre place. Donc en fait, on les assortit au tissu que vous choisissez. Donc vous choisissez le type de bouton que vous voulez et vous nous dites, bah voilà, je voudrais bien que vous me l'assortissiez. Et on fait ça pour vous avec grand plaisir. Soit des boutons nacrés plats, soit des boutons à queue. Donc c'est-à-dire, ici on est sur les boutons nacrés plats, donc on le voit en bleu pétrole, je crois, ou en bleu marine. Voilà, ici on vous épargne ça. En gros, vous posez tous vos boutons et votre chemise sera terminée. Là je vous montre, plutôt Caro vous montre comment venir terminer ici en dessous. Hein. Tant qu'à faire, on va finir en dessous, comme ça ne se verra pas. Donc vous passez une fois, deux fois, vous repassez dans le fil. Je crois que tout le monde ici a déjà cousu un bouton. Il y a plusieurs techniques pour le faire. Tant que ça, voilà, vous voyez, elle repasse une fois dans son fil. Ici, elle repasse une deuxième fois dans son fil. Et ça va venir, hop, bien fermer et bien sécuriser le bouton. Et elle repasse encore une fois. Vaut mieux une fois de trop qu'une fois de trop peu. Hein. Et voilà votre chemise qui est cousue avec ses boutons, ou bien la robe. Félicitations d'être arrivé jusqu'à la fin. C'est peut-être un projet qui avait un niveau un tout petit peu plus élevé que ce à quoi on est habitué chez Clafoutis. Vous avez vu que étape par étape, ça fonctionnait très bien. N'hésitez pas à nous suivre ou à partager la vidéo avec toutes vos copines qui ont envie de coudre dragon ou tous vos amis qui ont envie de coudre dragon. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto.